Bonjour, Monsieur Gorge, vous êtes le maire de Chartres, vous êtes président de la communauté d'agglomération de Chartres, vous avez été aussi député pendant une quinzaine d'années, je crois, Oui, c'est ça. donc vous avez assumé pas mal de responsabilités. Vous avez la chance de piloter un territoire Oui. qui doit représenter une activité importante. Vous conduisez le projet de territoire avec vos équipes, vous mettez en cohérence l'action publique des différents acteurs, vous permettez une fameuse mutualisation des moyens entre les différents acteurs de votre communauté d'agglo. Vous avez donc créé une dynamique depuis un certain nombre d'années. Donc, pour situer un petit peu le territoire, ses grandes caractéristiques, est-ce que vous pouvez nous exposer quels sont pour vous les grands axes de développement de votre territoire et quels en sont les principaux atouts? Alors les grands axes, vous savez, Chartres, je pense que c'est la ville de province avec son agglomération la plus proche de Paris. Vous voyez, on est à 85 km, donc une ville de 40 000 habitants, et puis dans une agglo d'à peu près de 150 000 habitants sur, je dirais, un bassin de vie de 200 000, quoi. Donc, et dans un département de 450 000, donc on fait pratiquement au niveau bassin de vie la moitié du département, et puis surtout en activité, si vous voulez, en activité économique, c'est 70%, peut-être plus de l'activité du département. Dans une ville de préfecture qui s'assume, et puis qui fait les choses depuis 2000 ans. Donc, grosse responsabilité, la cathédrale, ce secteur sauvegardé, bon, beaucoup de choses, un patrimoine énorme, donc ce qui fait que c'est intéressant. Et non loin de Paris, on voit bien l'attractivité. Et d'ailleurs, on est plutôt à se protéger, vous voyez, que à faire des appels. On ne fait pas d'appels. Ici, on parle de croissance endogène. On s'occupe de ceux qui sont ici. Et bon, on accueille des gens de temps en temps, mais on veut d'abord s'occuper de ce qui se passe ici. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc, vous avez, comme beaucoup de collectivités dans notre pays, malgré tout, malgré cette dynamique, un certain nombre de difficultés, de contraintes, de vents contraires, j'ai envie de dire, par rapport aux différents objectifs, aux ambitions pour votre territoire. Est-ce que vous pouvez les décrire un petit peu? Quelles sont les contraintes auxquelles que vous devez lever, les défis? Comment vous définissez ça? Bon, en fait, on a les contraintes de toutes les agglomérations, parce que maintenant, bon, là, vous avez vu que la France est organisée un petit peu différemment. Avant, on avait la commune, le département, la région n'existait pas, et voilà, il y a eu toute cette réorganisation. On voit maintenant que l'agglomération est prépondérante. Les lois ont fait qu'il fallait s'organiser plutôt sur le couple ville-agglo et région, donc il faut tenir compte de tout ça. Alors bien sûr, les contraintes, on les a dans tous les domaines, dans toutes les compétences. Quand vous traitez de l'eau, ben, aujourd'hui, vous voyez bien que la ressource eau, c'est difficile. Il faut savoir la traiter correctement, l'assainir. Quand on est dans une agglomération, il faut assumer les transports. Oui, beaucoup de choses, beaucoup de compétences. Et d'ailleurs, bon, une commune a toutes les compétences, elle a une compétence générale. Mais nous, dans l'agglo, on a été très loin parce qu'on a pris toutes les problématiques, tous les réseaux, secs, humides, ici, on distribue l'électricité, on distribue les télécoms, on distribue le gaz, vous voyez. Donc, on gère bien sûr, je vous le disais, les transports, l'eau, mais on fait de l'aménagement, on fait du développement, on gère de l'événement, on fournit des repas à travers d'une cuisine centrale, beaucoup de choses. Donc, toutes ces compétences ramenées au niveau de l'agglo, dans un contexte avec 66 communes, on a choisi un mode d'organisation assez intéressant parce qu'on voit bien les limites d'une structure complètement fonctionnalisée, type PCI. Et donc, on a choisi un modèle organisé un peu autrement, un peu comme une grande entreprise, avec une agglo qui est plutôt une holding. Et puis dedans, chaque compétence eh ben, est extraite dans une EPL, alors soit une SEM, une CEMOP, une ESPL, ça peut être un GIP, une association. Et puis, on cherche, si vous voulez, la meilleure structure juridique pour porter la compétence, le meilleur règlement financier avec l'ensemble, et ce qui nous permet beaucoup de choses, notamment de la fongibilité, puisque quand vous êtes dans des syndicats, vous êtes enfermé dans le syndicat, vous pouvez dépenser de l'argent ou en gagner, mais quand vous en gagnez, vous ne pouvez pas le sortir du syndicat. Et là, on a installé un système qui produit de la fongibilité. Donc, et la holding récupère l'ensemble des résultats de toutes ses compétences et qui lui permet d'ailleurs de pouvoir investir dans une variété de domaines intéressants. Ça donne quand même une force à l'agglomération et on avance beaucoup plus vite que dans le schéma classique. Alors il y a beaucoup
de structures qui sont restées dans ce schéma, commencent à goûter aux EPL, mais on voit qu'ici, on est une agglomération très dynamique. En même temps, on respecte bien sûr tout ce que nous demande la loi, et entre la ville et l'agglomération, on a fusionné complètement tous les services. Donc, ce qui fait que Ville-Aglo, c'est une structure avec 2200 personnes, vous voyez, sur un territoire où bon, un peu plus de 140 000 personnes. Donc, mais c'est une grosse entreprise par rapport au département. Mais cette organisation nous permet vraiment de traiter tous les problèmes de manière très cohérente. Vous voyez, une entreprise par compétence. Alors, c'est un modèle qui, de temps en temps, peut être contesté, mais aujourd'hui, les résultats sont là. Oui, effectivement, c'est une présentation qui interpelle un peu. Déjà, le terme Chartres Holding, comme on dit Oui, l'agro holding, mais il faut, ça interpelle quelque part, comme on dit. oui, oui, mais non, on fait jouer un peu ce rôle de holding à l'EPCI. Mhm. En fait, à partir du moment que chaque compétence est externalisée dans une EPL, mais qu'on conserve quand même la maîtrise de ces compétences, hein, c'est dans l'exploitation qu'on externalise pour avoir des outils performants, dynamiques. On peut aller chercher du personnel qui n'est pas que du fonctionnaire. On va chercher les compétences au bon endroit. Donc, on vit vraiment comme vit un grand groupe dans l'industrie, dans la banque. Voilà, on copie ces modèles, lequel je viens, moi. Donc, et ça se passe très bien. Et en plus, ce système-là, il est intéressant parce que, en fait, on passe par la case impôt. Vous voyez, quand on traite l'eau et qu'on a des résultats, eh bien, on paye l'impôt. Vous voyez, et ensuite, on redistribue les résultats à ceux qui sont les actionnaires de la structure. Et s'il y a un partenaire dans le cadre d'une DSP, ben, il touche ses dividendes et l'agglomération touche ses dividendes. Donc, tout le monde est content. C'est une organisation extrêmement intéressante, notamment quand on parle de la contrainte financière, budgétaire, qui ne va pas s'alléger, hein, d'un point de vue global, Bien on est sûr. tous conscients de ça. Est-ce que vous pensez que ce choix stratégique, de développement stratégique de votre dispositif d'action publique locale vous donne une marge supplémentaire par rapport aux autres collectivités du fait de cette organisation proprement dite? Bah, je pense qu'il n'y a pas photo. Moi, je le vois bien. Moi, vous savez, souvent, bon, quand on se regarde, on se trouve pas très bien, mais quand on se compare, et là, quand je me compare, et en fait, bien sûr, l'association qui gère justement ces EPL au niveau national, qui pousse ce type d'organisation, nous a pris comme exemple, hein, donc, parce qu'on est certainement les plus avancés en l'usage des EPL. On était les premiers à utiliser des CMOP, oui, on doit avoir à peu près 15 ou 16 satellites, vous voyez, autour de l'agglomération. Et donc, on est un peu un modèle qui est non seulement suivi, mais aussi audité, puisque bon, la Chambre régionale, la Cour des comptes vient voir un certain nombre de choses. Récemment, il y a eu un rapport qui était à peu près un petit peu difficile au départ, et puis en fait, ils ont bien compris qu'ils avaient fait des mauvaises interprétations, et aujourd'hui, le modèle est confirmé, et ça se passe très très bien. Et je pense on avance beaucoup plus vite que les autres. Oui. Et par rapport à un objectif aussi, enfin, une contrainte qu'on souligne souvent, qui est le poids de la masse salariale dans le budget de fonctionnement, est-ce que ça vous a donné une marge de manœuvre, le fait de cette stratégie toujours, hein, d'organisation, ou pas? Oui, parce que vous savez, dans le PCI, le problème, c'est que tout est mélangé. Alors, il y a des comptes annexes et tout ça, mais pour décortiquer tout ça, il y a des mélanges de genres. Et d'ailleurs, de temps en temps, il y a des fongibilités qui sont interdites. Et c'est très difficile de démêler tout ça. Mais quand, sur une compétence, par exemple, sur l'eau, vous dites, bon, moi, je veux payer le mètre cube d'eau assaini 4 euros, la structure va avoir ce résultat-là, quoi. Donc, on a vraiment des objectifs très économiques. On se met en compétition, d'ailleurs. D'ailleurs, l'agglomération, quand là, par exemple, dans l'organisation de l'eau, on a une CEMOP avec un délégataire, mais l'agglomération répond à l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'elle se met en contre-proposition pour être certain que le modèle économique est le bon. Donc, en faisant ça un petit peu partout, ça marche bien. Et est-ce que, là aussi, des sujets sensibles, c'est celui de l'évolution des impôts, le prélèvement sur les citoyens. Est-ce que ça a eu un impact dans votre évolution d'impôt local, pour ce qu'il en reste, vous allez me dire? Ouais, l'autonomie financière, elle est un Voilà. peu tombée. Par rapport à Et ça, est-ce que bien vous avez sûr, considéré que la pression était moins forte? Vous n'avez pas obligatoirement augmenté les impôts bah, systématiquement? je vais vous dire clairement, sur les 20 premières années, non seulement on n'a pas augmenté les impôts, mais les a baissés. Sur l'agglomération, c'est resté constant. Et puis sur la ville de Chartres, ça baissait tous les ans. Taxe foncière, taxe d'habitation. Oui, en matière d'impôts, c'est intéressant parce que là, c'est un vrai modèle. Parce que la ville de Chartres, entre
2001 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a des impôts qui ont disparu, ben, elle a baissé ses taux tous les ans. Seule ville de France a baissé ses taux tous les ans. Ce qui montre que pour la ville-centre, le modèle, il est vertueux. Et puis sur l'agglomération, pendant 20 ans, pareil, on est resté sur les mêmes bases. Bon, il y a l'évolution à chaque fois de la fiscalité, mais CVAE, CFE, taxes foncières, c'est resté à l'identique. Là, seulement maintenant, pour nous engager, je dirais, les 20 années à venir, on n'avait pas de taxe foncière sur l'agglomération et on l'a installé. On a installé une taxe foncière qui nous fait un bon produit, mais ça, c'est pour continuer de se développer et d'assurer la solidarité. Parce que, en fait, la vraie caractéristique de cette agglomération, je disais, il y a une ville-centre et 65 communes autour, eh bien, on fait une grosse solidarité. On a une dotation de solidarité communautaire qui est importante, 12 millions d'euros par an, qu'on redistribue à toutes les communes, et en fonction d'un certain nombre de paramètres. D'ailleurs, on assure un SMIC, un minimum qui est distribué à chaque commune, et puis, on fait des fonds de concours, près de 2,5 millions par an de fonds de concours pour de l'investissement, réservés aux petites communes. Donc ça, c'est une grosse solidarité. À côté de ça, avec l'agglo, on a pris en charge un certain nombre de services qui coûtent cher aux différentes communes, notamment le droit des sols. Oui. On instruit tous les permis de construire, tout ça. Donc là, on a un service d'une dizaine de personnes qui fait ça pour tout le monde. Mais le maire reste le chef, c'est lui qui va délivrer le permis. Mais on fait ça pour lui. On fait de l'assistance financière, on fait de l'assistance administrative, juridique. Donc, plein de services pour toutes ces communes qui se concentrent sur leurs, je dirais, compétences de proximité. Et donc, l'agglo est vraiment à valeur ajoutée. Ici, l'agglo est vraiment très bien vécu. D'ailleurs, vous savez, tous les votes se font à peu près à 98%. Donc, je prétends que c'est un modèle qui est vertueux. Au moment où les gens critiquent les agglomérations, où les départements se montrent un petit peu pour essayer de reprendre un certain nombre d'activités, je pense que ça serait une erreur totale. Je pense que l'agglomération désinstalle les syndicats et limite le département à ses compétences réglementaires qui sont les routes, les collèges et le social, et puis est tournée vraiment vers la région, notamment pour le développement économique. Et nous, ici, il y a une croissance énorme en 20 ans, zone économique qui n'existait pas. Regardez, c'est rempli, c'est des centaines d'hectares qui se remplissent facilement. Ça, c'est l'avantage de la proximité de Paris, mais aussi d'un système qui est organisé. Et tout ça sans aller démarcher les entreprises. Je vous disais tout à l'heure, nous, notre modèle, c'est la croissance endogène. On s'occupe de ceux qui sont là, et si on s'en occupe bien, on pense que le bouche-oreille fera que les gens viendront. Voilà, on est aussi quand même charte capitale de la Cosmétique Valley. On est un phare important, hein. Mais tout ça, je veux dire, ça percole très très bien. Donc, si on ramène l'ensemble du dispositif, à savoir une organisation opérationnelle très originale, vous me l'avez décrite, de l'autre côté, vous arrivez à contenir les prélèvements obligatoires sur les citoyens, est-ce qu'on peut objectivement dire que vous avez enfin, en dépit de cette organisation que vous avez mis en place, peut-être grâce, excusez-moi, à cette organisation et à ces principes de gestion, que vous avez augmenté de façon significative les prestations aux citoyens de votre agglomération? Est-ce que vous pensez que les citoyens ont non seulement eu un niveau maintenu, mais qu'il n'a pas été en régression, mais qu'au contraire, il y a une dynamique positive? Alors, ça juge aux élections, on comprend bien, mais... aux élections, c'est simple, on est élu au premier tour. Non, bien sûr, parce que, en fait, bon, si vous générez la richesse, et puis que, d'abord, en plus, vous la distribuez, donc, dans les villes et villages, donc, bon, tout le monde va l'utiliser correctement, hein, parce que, bon, il n'y a pas de gâchis. Mais si vous voulez, moi j'ai une vue, parce que souvent on essaye de voir les choses par le développement économique. Moi je dis développement économique, c'est le résultat d'une ville bien organisée. Donc si la ville de centre est bien organisée, si elle fonctionne très très bien avec toutes les villes qui sont autour, vraiment qu'il y a un pacte de cohérence, parce que la ville sans la campagne ça n'existe pas, et la campagne sans la ville ça n'existe pas, eh bien le développement économique se fait tout seul, parce qu'on rentre dans un système apaisé, et les entreprises s'installent, il y a du produit fiscal, et le système, il percole. Bon, je vous disais récemment, on a rajouté une taxe foncière qui n'existait pas. Elle existe dans les 2 tiers des comités d'agglomération en France. On l'a rajoutée pour continuer d'aller plus loin dans l'investissement, plus loin
dans la solidarité. Mais quand vous faites des grands équipements, des équipements majeurs, vous savez, on a le plus grand complexe aquatique de France ici, vous voyez, quand on fait des cinémas, des médiathèques, des conservatoires de musique, bon, là, on a un petit zénith là, qui va ouvrir début d'année prochaine sur la gare. On refait tout le pôle gare. On investit beaucoup. En fait, pour nous, la dynamique, c'est l'investissement. On fait des investissements productifs. Sur cette ville de Chartres, vous avez 4000 places de stationnement en souterrain. C'est en ratio par rapport à habitants ou surface commerciale, c'est hors norme. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça sur lesquelles on se différencie et qui donnent une certaine attractivité, qui donnent aux entreprises l'envie de s'installer. Et après, et bien sûr, le service suit. On fait beaucoup de choses. Les transports, par exemple, on a un réseau de transport en kilomètres. La moyenne par an des agglos équivalentes, c'est à peu près 1 800 000 kilomètres. On est à 3 millions. C'est beaucoup. Et dedans, vous avez 15 000 enfants qui ont la gratuité. Vous voyez? Donc, on peut distribuer, on peut faire cette solidarité. Si le système est bien réfléchi, il est performant et il peut percoler parce que si on s'occupe des gens, les gens vont user, le système marche. Alors, belle illustration de comment tout ça fonctionne. Néanmoins, ça interpelle aussi sur les mécanismes de contrôle, de maîtrise, de pilotage, notamment du rôle des élus. C'est très intéressant de regarder comment ça fonctionne. Vous avez votre équipe de vice-présidents, enfin, vos élus délégués, etc. Comment est-ce que vous arrivez à piloter les différents organismes, les différentes EPL, cette constellation un petit peu d'outils spécialisés dans chacun des domaines de compétences, etc., ce que vous avez décrit? Comment ça se passe? D'habitude, on a des élus qui sont mandatés par leur assemblée pour siéger. Souvent, ils sont pas trop au courant. Il y a une direction générale qui gère. Ils n'arrivent pas. Je me dis que dans votre organisation, il faut absolument que vous maîtrisiez vraiment, finement, j'ai envie de dire, le pilotage des collectivités. Comment vous faites? J'y arrive. Hein. Vous savez, il y a des exécutifs déjà villes où j'ai une douzaine, au total, entre adjoints et conseillers délégués, ça fait à peu près 18 personnes. Oui. Sur l'agglo, j'ai à peu près 15 vice-présidents et à peu près 6 ou 7, je vais avoir 22 personnes. Donc ça fait déjà, vous voyez, 22 plus 18, ça en fait déjà 40. Donc c'est un staff un exécutif des deux côtés important. Donc moi, ces gens-là, ils connaissent le projet, c'est clair. Hein, on le décline régulièrement. Je fais des points avec ces gens-là, comme si j'étais à la tête d'un conseil d'administration de deux grosses entreprises, la ville de Chartres et l'agglomération. Et ensuite, on distribue dans des EPL, on construit les conseils d'administration en fonction des gens qui ont les compétences. Et chaque EPL qui est installé, je la préside au départ pour l'installer pendant 1 an. Je la cale au niveau juridique, je la cale au niveau financier, et ensuite je la donne en gestion, quelqu'un qui va être bien sûr choisi par un conseil d'administration, mais qui va être désigné par la structure, soit la ville, soit l'agglo, celui qui porte la compétence. Par exemple, dans le traitement de l'eau, j'ai un vice-président à l'agglo qui est spécialiste dans le traitement de l'eau, qui connaît très très bien tout ça, et il se retrouve à la présidence de cette structure. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, bien sûr, dedans, vous avez un conseil d'administration, c'est des élus qui viennent d'un peu partout. On choisit un directeur général et ensuite, derrière, ça fonctionne comme une entreprise classique. Et donc, là, vous en avez un certain nombre. Par exemple, pour les transports, on doit avoir une structure avec 180 personnes. Si je parle des déchets, quelque chose, il doit y avoir 250 personnes. Vous voyez, vous avez un certain nombre de boîtes comme ça, là, qui sont gérées comme des boîtes privées. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, je vais jusqu'au bout de la réflexion, là, je comprends tout à fait le système. Est-ce que ça veut dire que votre élu que vous avez désigné, qui préside le conseil d'administration, joue vraiment le rôle d'un président de conseil d'administration avec le DG en face, et qui joue vraiment, il est vraiment l'incarnation de la communauté d'agglo, de la mairie, pour dire, voilà, au DG bien le cadrer et dire, voilà, la stratégie, il joue vraiment ce jeu-là. Oui, mais vous savez comment il est cadré? C'est parce qu'au-dessus, il y a un actionnaire majoritaire, qui est souvent moi, ou moi. Moi en tant que ville ou moi en tant que l'agglo. Et moi, j'ai des réunions régulières, comme je vous disais, avec les vice-présidents ou les adjoints, bien sûr, à la ville, l'exécutif des deux côtés, mais avec toutes les présidents de toutes ces structures exécutives, j'ai des rendez-vous avec eux. On fait des points réguliers. Et là, je rappelle à chaque fois les grandes lignes, les objectifs, on met de la cohérence entre tous ces points. Alors, on vient d'installer une structure qui ajoute encore un peu plus de cohérence dans la gestion de tout ça. On vient faire un GIE en transversal, on met en commun des moyens et du contrôle. Toutes les structures ont le même type d'organisation, les conseils d'administration, les mêmes documents, les mêmes choses partout.
voyez? Donc ça, c'est vraiment complètement tenu. Ensuite, on a une structure qui fait le suivi, le contrôle, qui fait le contrôle de tout ça. Chacune des structures est contrôlée financièrement, au niveau des résultats, au niveau de la gestion, toute l'année. Qui contrôle? On a une structure, moi j'ai un adjoint en finance à la ville, D'accord. à Oui, je l'aglo, connais. c'est le même, Monsieur Maslu, Mhm. qui est assez spécialiste des EPL, Mhm. et il a une équipe, et là, ils font les contrôles de chacune des structures. Alors c'est complètement verrouillé le système. D'ailleurs, la Chambre régionale de Cour des comptes est venue récemment. Bon, ils ont essayé de mettre à défaut une des structures, et en fait, c'est eux qui ont été obligés de corriger leur rapport parce que peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris, mais il y avait des fautes matérielles et qui ont été corrigées. C'était assez incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas comment on a pu en arriver à ça. On sentait qu'il y avait une arrière-pensée de la part de celui qui auditait, mais pas beaucoup réticent au niveau des EPL. Mais là, on a fait la démonstration de notre honnêteté, transparence, et voilà. Et donc, c'est un modèle, moi je pense, qui peut se dupliquer facilement à partir de ce qu'on fait là. Donc, l'organisme qui fédère un peu ces EPL aujourd'hui, faire remonter tous les travaux qui sont faits, notamment sur Chartres, pour essayer de faire rentrer un peu un certain nombre de considérations dans les textes de loi à venir. Et puis, je pense aussi que les cours des comptes, les chambres régionales de Cour des comptes, il faut qu'ils s'adaptent à ce type de structure, mais ils sauront être performants. Là, ils n'ont peut-être pas mis en place tous les moyens pour faire ce type de contrôle, parce que c'est pas si simple que ça. Parce que chaque structure, sur chaque compétence, gère la matière d'une certaine façon. Vous voyez, je vous dis, on distribue l'électricité, nous. Hein. Donc, d'un autre côté, bon, on traite les déchets, on les ramasse, on incinère, on cogénère, on distribue de l'électricité, et on fournit, on produit l'électricité, on touche des dividendes et tout ça. Bon, partout, il y a des petites entreprises. Donc, c'est un concept un peu différent. Mais comme le fonctionnement d'un grand groupe, vous voyez, qui a ses filiales spécialisées. Donc, c'est exactement ça. Tout à fait. Mais en fait, on s'aperçoit que la fonction publique peut travailler comme ça. Donc, on peut avoir un certain nombre de fonctionnaires qui sont plutôt dans la partie haute de l'agglomération, vous voyez, des gens qui tiennent qui font la gestion des ressources, et puis vraiment des profils type fonctionnaire de très haut niveau. Et à côté de ça, des boîtes qui sont spécialisées dans le traitement. Tout ça, bien sûr, avec au-dessus les élus qui définissent la stratégie. Les élus définissent la stratégie parce qu'ils ont fait un programme politique. Ensuite, des fonctionnaires qui sont chargés de la mettre en œuvre au travers d'outils qui sont des outils privés que sont les EPL. C'est simple. Alors après, des structures transversales qui font des contrôles. Et au-delà des contrôles, ça permet peut-être aussi de répondre à cette vraie préoccupation qui apparaît de plus en plus dans la sphère publique, parce que dans la sphère privée, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est l'évaluation des politiques publiques. Oui. Il n'y a pas d'évaluation sur les budgets, les ressources utilisées, etc. Il y a aussi l'évaluation en termes de performance, en termes de services rendus, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que le dispositif que vous avez mis en place permet précisément de répondre à cette dimension-là? Oui, mais il le permet, mais moi je ne souhaite pas qu'on fasse tout ça parce qu'on serait jugé parti. Donc moi j'aime bien me faire contrôler par l'extérieur. Donc là, la Chambre régionale, la Cour des comptes, moi j'aime bien quand les chambres régionales viennent parce que ils vérifient quand même que tout ça, l'adéquation entre tous ces moyens, et vraiment si derrière il y a une finalité publique, ça c'est très bien, ça me va très très bien. Un petit incident récemment, mais c'est pas grave. Je trouve que la Chambre régionale est très importante. Et d'ailleurs, maintenant, la Cour des comptes le demande, il faut qu'on se fasse contrôler régulièrement par l'extérieur, comme on le fait dans les grands groupes. Pareil. Par exemple, c'est à quoi? Vous prenez des cabinets d'audit qui vont, on peut leur poser une question. Est-ce que vous pensez que le modèle de gestion des transports ici est adapté, une agglomération de ce type? On peut faire des bêtises. Vous voyez des gens qui se mettraient à essayer de concevoir, par exemple, un système avec des trams. Vous savez, le tramway, c'est beau, mais si vous faites ça sur une agglomération de 150 000 habitants, vous allez prendre un bouillon terrible. Même à 350 000, c'est limite. Tout ça, c'est pas forcément l'efficacité. Il y a d'autres types de solutions. Donc, il faut faire attention que le système ne parte pas de travers, que les gens se fassent plaisir. Ça peut devenir un train électrique. Donc, il faut bien sûr être contrôlé sur la partie publique, mais d'un autre côté, sur l'efficacité et l'efficience des solutions choisies, il faut que vraiment on se fasse contrôler par l'extérieur. En matière d'énergie, vous voyez, nous, on a fait une motion. Moi, je peux me tromper, j'ai confiance au nucléaire, j'ai confiance à ce que va faire le gouvernement aujourd'hui, relancer le nucléaire.
je suis d'accord avec la privatisation d'EDF. Bon, à côté de ça, pour moi, Nationalisation d'EDF. hein, et moi j'ai dit moi. Privatisation. Ah non, excusez-moi. Nationalisation d'EDF. Et donc, je suis vraiment favorable à ça, parce que je pense que l'électricité et l'eau sont devenus des produits de première nécessité. Donc, il ne faut pas que le prix se fasse à la corbeille, mais plutôt à l'Assemblée nationale, on fixe les choses, et puis voilà, il faut que ça soit encadré. C'est trop sérieux maintenant, l'électricité. Donc, ça, c'est bon, c'est intéressant. Mais nous, à côté de ça, au niveau de l'énergie, on se fixe une stratégie. Donc, on utilise des biomasses. La biomasse, c'est d'un côté une usine qui brûle de la classe B, du bois comme ça, et qui permet de chauffer les hôpitaux, le complexe aquatique, des logements. De l'autre côté, un incinérateur qui brûle les ordures ménagères, qui lui ne distribue pas de chaleur, mais qui aujourd'hui produit de l'électricité et nous fait gagner beaucoup d'argent. Donc, on investit là-dessus. Et puis là, on va développer un système de géothermie. La géothermie, on pense que c'est le bon complément. C'est une ressource qui est sous nos pieds. Vous voyez, dans ce bâtiment, là, pas celui-ci, mais le grand qui est autour, 15 000 m², on utilise la géothermie. Géothermie, on a 28 puits qui descendent à 160 mètres et on a toute l'énergie pour chauffer, refroidir ces bâtiments. Et l'ensemble, le coût de l'énergie, c'est 10 euros le mètre carré par an. Donc, il y a des solutions intéressantes. On l'a mis ici et là, on va le généraliser. Donc, vous voyez, on choisit nos propres solutions. Mais il faut être audité. Moi, je veux faire de la géothermie de profondeur. Aller chercher de la chaleur à 50, 60, 70 degrés pour un complexe aquatique, un réseau urbain de chauffage, et puis voilà, tout ce qu'on peut faire autour de ça. Donc, on va investir dans la géothermie de faible profondeur, moins de 200 mètres, et au-dessus de 1000 mètres. Donc, ça, il faut que ça soit audité. Alors, aujourd'hui, on travaille avec le BRGM, qui sont des spécialistes, mais l'économie de l'ensemble de tout ça, à un moment donné, faut faire attention, c'est si on fait ça entre nous, ça peut mettre des systèmes qui ne seraient pas viables à 15-20 ans, alors que c'est des investissements long terme, plutôt 40-50 ans, il faut faire attention. Vous voyez, double contrôle, public-privé. Moi, j'aime bien ce système public-privé, mélange des deux en même temps, il faut savoir le gérer, et puis double contrôle. Très bien. Et une question plus large là, sur les principes de notre service public. Dans le modèle que vous avez décrit, qui est très séduisant et très performant manifestement, si on s'éloigne un petit peu en se disant oui, mais est-ce que ce développement-là ne risque pas de remettre en cause un certain nombre de principes fondateurs du service public en France? Par exemple, les organisations publiques, les modalités classiques de mise en œuvre, la régie directe, la fonction publique, même d'une certaine façon, et ainsi de suite. Si on vous interpelle là-dessus en disant, mais le modèle, ok, il est très bien, mais enfin, il est de forte inspiration du secteur privé. Est-ce que finalement, ça pose pas à terme, si tout le monde faisait comme vous, est-ce que ça remettrait pas en cause, voilà? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai été le parlementaire qui demandait un statut unique, enfin d'utiliser carrément le modèle privé pour le service public, sauf pour ce qui est régalien. Et oui. Et alors, il y a deux dimensions pour moi. Le régalien, il faut qu'il soit toujours entre les mains des gens du public qui peuvent utiliser aussi du privé. Mais vous voyez, autant dans nos filiales, nos EPL, on met du personnel privé, alors que dans l'agglomération, ceux qui vont avoir en charge la mise en place de la politique qui a fait qu'on a été élu, eh bien, je souhaite que ce soit des fonctionnaires. Vous voyez, tout ce qui est la partie ressources, le personnel, les finances, et je laisse ce contrôle-là, c'est chez ce genre-là. Mais ils peuvent utiliser en dessous d'eux des contrôleurs de gestion. Tout. Donc, moi, je pense qu'il y a un côté régalien des deux côtés, soit sur le domaine de compétences, soit l'action. Et les finances, le personnel, toute cette gestion, c'est entre les mains de fonctionnaires. Vous voyez? Donc, le fonctionnaire peut jouer un rôle important, parce que derrière, c'est un service public, mais un service public ne nécessite pas que ce soit fait par des fonctionnaires, ça peut être fait par des boîtes privées. D'ailleurs, pendant des années, on a fait de la délégation de service public. Donc, on confiait à des entreprises extérieures. Eh bien, moi, aujourd'hui, avec ce système-là, j'ai repris plein de délégations de service public dans les transports. Les transports, je les gère
dans une EPL. Le traitement des ordures ménagères, je le traite dans une EPL. Vous voyez, il y a plein de choses. Le traitement de l'eau, c'est une EPL. Là, il y a partenariat, le privé et le public. On est ensemble réunis. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort que moi, quand j'ai été élu, on avait créé une délégation de service public pour gérer un incinérateur d'ordures ménagères avec un contrat sur 20 ans. Les gens, je les ai jamais vus, ils sont venus me voir en 2019 parce qu'on arrivait au bout du contrat. C'est pas normal tout ça. Donc, il faut laisser au plus haut niveau des fonctionnaires qui vont tenir l'ensemble, mais derrière, le travail fait par des systèmes mixtes. Eh bien, écoutez, Monsieur Gorge, je vous remercie infiniment. C'est particulièrement clair. Votre modèle est extrêmement passionnant et donc c'est soumis à la sagacité des uns et des autres qui visionneront cette présentation. Qui viennent nous voir, on leur expliquera.